Clément, tous les matins, revenait de la mer. Il revenait de la mer et arrivait à la maison, en marchant dans cette rue dans laquelle il n'y avait personne, mis à part d'énormes maisons qui se superposaient les unes sur les autres. Au niveau des falaises, elles se superposaient les unes sur les autres. De grandes maisons aux murs blancs cassés ou beiges. De grandes maisons en pierres anciennes, se superposaient les unes derrière les autres. Les falaises superposaient les maisons les unes derrière les autres, et on arrivait à voir les façades des maisons, superposées elles aussi, les unes derrière les autres. Les grandes baies vitrées ou alors les grandes terrasses des maisons étaient aussi les unes à côté des autres, voisines unes aux autres. Alors qu'il était en train de marcher et regarder tout ça, il se dirigeait vers sa maison. Et chaque fois, il avait ce petit rituel d'ouvrir la grille. De rentrer. Il ne passait pas par le côté comme il le faisait quand il était enfant. Quand il était enfant, il grimpait sur le côté, aux vieilles briques. Il grimpait aux vieilles briques qui s'effondraient, et à la vieille porte en bois. Il grimpait à la vieille porte en bois, grimpait aux murs de vieilles briques et aux murs de vieilles pierres. Il passait sur le côté, le long d'un petit sentier couvert de ronces. Il rentrait avec ses jambes qui étaient couvertes de marques de ronces. Ensuite, il prenait une douche et s'installait sur son lit. Il respirait un bon coup, l'air de la montagne. Mais ce soir-là, il repensait à tout ce qu'il faisait quand il était petit. Escalader le mur de vieilles briques, un mur qui était presque sur le point de tomber. Ou alors encore escalader l'autre mur sur le côté, le mur de vieilles pierres jaunâtres, un peu blanches. Il escaladait ce mur, passait par là, par ce petit sentier, et puis ensuite arrivait à la maison, en passant par l'intérieur du jardin. Mais ce jour-là, il a poussé la grille, à regarder le sentier comme s'il ne le connaissait plus, à regarder la porte en bois comme s'il ne la connaissait plus. La porte était d'ailleurs effondrée depuis longtemps. Il a poussé la grille, a ouvert avec le cadenas. Avec le cadenas, il a ouvert, a poussé la grille. La grille grinçait sur le sol. En plus, la grille ne grinçait pas que sur le sol, elle grinçait sur les pierres et sur les graviers, sur la terre sèche. La terre sèche qui n'avait même pas le temps d'être humide lorsqu'il y avait ne serait-ce qu'une nuit de pluie ou un jour de pluie, parce que le soleil était beaucoup trop chaud. Le soleil était beaucoup trop chaud à Mexico. Alors, il n'avait même pas le temps de se... Il n'avait même pas le temps de se mouiller ne serait-ce qu'un instant. Même quand on rentrait de la plage et qu'il avait les cheveux mouillés et que l'eau glissait le long de ses bras, de ses épaules ou de son corps et qu'il rentrait torse nu avec son jeans ou son maillot. Il n'avait même pas le temps. Il n'avait même pas le temps de se mouiller. Le sol n'avait même pas le temps de se mouiller car il faisait beaucoup trop chaud. Il est alors rentré chez lui et comme toujours s'est arrêté devant cette sculpture. La sculpture d'une femme nue avec les jambes couvertes d'un voile blanc. La sculpture de cette femme nue couverte d'un voile au-dessus de ses parties génitales, ses pieds et ses tibias qui dépassaient de ce voile blanc, de ce drap qu'elle devait porter sur elle, au niveau de son épaule, son bras qu'elle apportait consciencieusement le long de son corps, et son autre bras contre lequel elle était appuyée, sa tête qui était appuyée contre sa main, et ce regard si doux, la manière dont avaient été sculptés les cheveux qui paraissaient presque réels, et ce drap qui avait été sculpté, les plis qui avaient été sculptés consciencieusement, donnaient l'impression que cette statue était vivante. Ses yeux qui donnaient l'impression de te regarder, de te suivre, un peu comme la Mona Lisa. Un peu comme la Mona Lisa, elle donnait l'impression de te suivre et de te regarder. Ce matin-là, il est arrivé chez lui ce matin-là, s'est assis sur son lit. Doucement, il a respiré. Il a respiré doucement, a regardé le mur et les vieux posters qui y étaient accrochés. Après avoir respiré un instant, il détacha les vieux posters, non pas consciencieusement en décollant le papier collant, mais en les arrachant d'un seul coup. Et regarda alors le mur. Il se dit alors tout de suite que c'était mieux comme ça.
et il prit une paire de baskets qu'il déposa sur le coin de son lit. Il la déposa simplement au coin de son lit, quelques vêtements pliés qu'il déposa sur l'avant des baskets, et ensuite partit prendre une douche. Il ouvrit la porte de la douche, il ouvrit la porte vitrée de la douche, et ensuite, à l'intérieur, son corps dénudé, couvert d'eau chaude, avec le pommeau de douche qu'il tenait contre lui, contorsionnant l'eau et le pommeau de douche tout autour de lui, tel un serpent à sonnette contorsionnant l'eau autour de lui, qui était en train de passer sur son corps dénudé, les mains contre la vitre, et de temps en temps contre le carrelage qu'il y avait contre le mur. Il était en train de réfléchir, mouillait ses cheveux, secouait sa main dans ses cheveux, passait ensuite le shampoing et passait ensuite de l'eau sur ses cheveux, ressortait et respirait encore une fois. Il regardait la buée s'échapper par la fenêtre et s'asseyait sur son lit. Il s'habillait pour partir le soir, et comme tous les soirs, s'asseyait à la fenêtre. Il regardait les lézards tranquillement courir sur le mur, essayait de les attraper, mais comme à chaque fois, il savait qu'ils allaient s'échapper, car les lézards perdaient leur queue. Il partait, s'échappait, et s'échappait dans un petit trou. Tout au fond, il regardait la berge de la mer. Il y avait la jetée et cet enfant qui s'y asseyait tout le temps. Ce jour-là, il décida alors de mettre un t-shirt assez léger, et de partir le rejoindre. Il l'avait rejoint, il l'avait regardé, c'était un enfant aux cheveux bruns à la couleur un peu typé méditerranéen. Alors Clément s'était assis à côté de lui et lui demanda son nom, et il se retourna tout de suite en répondant « Nathan, je m'appelle Nathan ». Clément respira un bon coup, posa sa main derrière le dos de Nathan, sans même réagir, il posa sa main derrière le dos de Nathan. Nathan se tourna un petit peu pour regarder la main de Clément, et ensuite lui demanda ce qu'il faisait. Il ne répondit rien de particulier, et déposa sa main. Finalement, il se pencha en avant, et Clément embrassa Nathan. Ce fut le jour de leur premier baiser, mais de loin il avait l'impression qu'on l'observait. Il se retourna, et vit sa maison, avec 2 fenêtres grandes ouvertes. Il s'agissait de sa chambre, et une femme avec des cheveux noirs, crôlés, des cheveux noirs ondulés, qui arrivaient jusque dans son dos, jusqu'au milieu de son dos, qui était en train de plier des vêtements et de remettre les rideaux sur le côté. Il montra alors à Nathan cette femme qui était à la fenêtre sur cette maison un peu plus haut sur la montagne, en disant que c'était sa maison et que cette femme à la fenêtre c'était sa mère. Et il lui fit alors un signe depuis la plage, mais sa mère n'y prêta pas attention. Elle pliait ses vêtements et referma les rideaux. Clément haussa les épaules, regarda Nathan en lui disant « C'est peut-être qu'elle ne nous a pas vus ou qu'elle ne m'a pas vu, qu'elle n'a pas daigné tourner son regard vers la mer. » Et pourtant, il expliqua à Nathan qu'à l'intérieur de sa chambre, même depuis l'intérieur de sa chambre, les fenêtres fermées, on entendait quand même la mer frapper contre les rochers. Ce matin-là, Milice eut une sensation de peur qui traversa tout son corps. Il eut une impression de peur qui traversa tout son corps entier. Ce n'était pas le genre de peur qu'on avait quand on loupait un avion, un vol qu'on avait préparé depuis des années, ou le genre de peur qu'on avait quand on loupait notre arrêt de bus, qu'on loupait notre bus, ou alors qu'on loupait encore notre Uber ou notre taxi. Ce n'était pas ce genre de peur-là quand on loupait quelque chose pour aller quelque part et qu'on savait précisément où est-ce qu'on voulait aller. Ce n'était ni même le genre de peur classique quand on regarde un film d'horreur, c'était plus le genre de peur, une inquiétude pour quelqu'un. Alors il s'est mis directement à regarder le lit de Thomas qui était en train de dormir sur le côté. Thomas était en train de dormir sur le côté, se rapprochant un petit peu plus du mur. En se rapprochant un petit peu plus du mur, il avait expliqué qu'il faisait ça parce qu'il ne dormait jamais dans le lit de Milice. Chacun respectait son intimité, et pourtant ils étaient amoureux. Chacun respectait son intimité. Milice est venue et lui a dit « Thomas, Thomas, Thomas !» en frappant un petit peu contre son épaule, en le réveillant, en gardant ses mains contre son épaule, il lui dit « Thomas, 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 réveille-toi !» Thomas s'était retourné et lui avait dit « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» d'une voix un peu embêtée. Milice, qui avait l'air horrifié, le regardait et lui dit « T'es sûr que tout va bien ?» Il s'était inquiété et s'est assis sur le lit, en lui demandant « T'es sûr que tout va bien ?» Thomas s'asseyait à côté de lui,
en lui demandant « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? T'as ressenti quelque chose? Il s'est passé quelque chose ?» Il lui expliqua alors que non, mais qu'il avait ressenti une sensation de peur, comme si quelque chose allait lui arriver, et qu'il voulait savoir si tout allait bien. Thomas lui expliqua alors, la main dans le dos, juste un geste affectueux pour pouvoir lui dire que tout allait bien, que tout allait très bien, que rien ne s'était passé, qu'il avait bien dormi, qu'il avait bien dormi, qu'il avait fait des rêves agréables, qu'il avait rêvé d'eux, qu'il avait rêvé d'eux du jour où il est arrivé ici et qu'il a commencé à lui montrer les plusieurs bâtiments. Il a commencé à parler de ça. Et lorsqu'ils se sont habillés pour aller en cours, Thomas lui a raconté de quoi il a rêvé. Du premier jour où Milice est arrivée et lui a montré les plusieurs bâtiments, alors que c'était lui l'élève, le petit nouveau, qui venait d'arriver. C'était lui qui venait d'arriver. Et pourtant, il a rêvé de ça. Il a rêvé de ça, l'un des plus beaux moments. Pourtant, c'est ce qu'a fait Milice, même si c'était lui le petit nouveau, c'est lui qui lui a montré les différents bâtiments. Comment est-ce qu'il avait réussi à faire ça, même si c'était lui le petit nouveau? Simplement parce qu'il s'était renseigné avant de partir. Avant de partir de chez son père, le jour où il a eu un gros problème avec lui et qu'il ne lui a plus parlé. Il lui a dit ses dernières paroles, ses 4 vérités, et est parti avec sa voiture. Avec sa Golf blanche, il est parti et est arrivé là. Il s'était renseigné une dernière fois sur son GSM et avait trouvé Thomas avec ses affaires. Ensuite, il lui a montré l'entièreté des bâtiments. Le bâtiment au-dessus, le bâtiment de sport, le bâtiment de piscine et le bâtiment des classes. Le bâtiment avec les classes de français, les classes de maths, les classes de chimie et le bâtiment avec le réfectoire, la cafette. Il lui a montré la cafétéria et ensuite l'extérieur. Ils ont fait le tour de l'extérieur, le tour des jardins à l'extérieur qui entouraient toute l'université. Et pourtant, c'était lui le nouveau. Pendant toutes ces, Pendant toute cette visite, Thomas l'a regardé, en se demandant comment est-ce qu'il savait tout ça alors que c'était lui le petit nouveau. Il s'était déjà dit à l'avance que si jamais un petit nouveau arrivait, car on lui avait prévenu d'une peut-être une arrivée, on lui avait prévu d'une potentielle arrivée, de peut-être une arrivée d'un nouveau. Il s'était dit que c'était lui qui allait faire ça. Eh bien non, Milice s'était déjà bien assez renseigné. Il s'était renseigné parce que cet endroit lui plaisait. Alors il fit alors la visite à Thomas, qui était déjà là depuis longtemps, mais qui n'avait pas complètement tout visité. Ce matin-là, il lui avait expliqué ça. Il lui avait expliqué qu'il avait rêvé de leur première rencontre, mais de manière beaucoup plus détaillée, comme si certains détails s'étaient ajoutés simplement. Mélis s'est assis à côté de lui et lui a dit « Ces détails qui se sont installés dans tes rêves, qui se sont ajoutés de manière simple et efficace. Peut-être que tu voulais simplement qu'ils soient faits le jour où je t'ai rencontré, le jour où je t'ai fait visiter l'université. Peut-être que ces détails qui sont ajoutés, tu voulais les faire toi, ou alors peut-être que tu voulais qu'ils existent. » Milice s'est relevée en disant « Mais ils n'ont pas existé », en enfilant un t-shirt, en prenant son sac et en préparant ses affaires. Une fois arrivé à la salle de classe, ils ont poussé la porte. Tous les autres élèves qui étaient installés étaient en train de les regarder, tous les deux qui arrivaient en retard. Ils s'excusèrent devant la prof. Enfin, Thomas était déjà assis, réservèrent une place à Milice, et Milice plaça son sac derrière sa chaise. Il s'installa juste à côté de Thomas. Tous les deux s'embrassèrent devant toute la classe, sans penser qu'ils allaient peut-être les regarder ou que c'était même interdit. Ils s'en foutaient car les règles ici, il n'y en avait pas réellement. Les règles, il y en avait, mais elles existaient pour ne pas exister. À cet instant-là, ils s'embrassèrent et le cours commençait. Le cours commençait et une certaine alchimie d'élèves entre deux. Une alchimie qui n'était plus une alchimie d'amoureux, mais une alchimie d'élèves qui commençait entre deux, et le cours a commencé. Lorsqu'il a commencé, la prof a montré le tableau et a commencé à dessiner à la latte des graphiques, a commencé à écrire à côté à la craie, avec plusieurs couleurs différentes, vert, jaune, rouge. À écrire à la craie au tableau, elle a commencé finalement à faire tomber le panneau. Elle a fait tomber le panneau de, Quand elle a fait tomber le panneau de tissu, elle l'a ramené vers le bas. Elle l'a ramené juste devant le tableau à la craie noire. A dit qu'ils y reviendraient juste après. Et a allumé le projecteur. Quand elle a allumé le projecteur et fait tomber le panneau, qu'elle l'a redressé juste devant,
Elle a allumé le projecteur derrière, et le même schéma qu'elle avait dessiné sur le tableau était installé sur le projecteur. Tous les deux étaient en train de regarder le projecteur, comme si c'était beaucoup mieux que le tableau. Comme si c'était beaucoup mieux que le tableau à la craie, tous les élèves regardaient le projecteur, projeter ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait dessiné au tableau, mais qu'elle avait réécrit et refabriqué sur une feuille en plastique transparente qu'elle avait fait dans la salle des profs. La feuille en plastique à l'arrière faisait ce bruit de rebondissement, un peu comme de l'eau qui se mettait à bouillir. Tous les deux se retournèrent avec un sourire aux lèvres, parce que ce bruit était agréable, satisfaisant et en même temps drôle. La prof était en train d'installer les pages transparentes en plastique qui faisaient ce bruit de rebondissement, ce bruit qui était un peu aérien. Et ils regardaient les pages installées les unes aux autres, les unes sur les autres, et puis qui finalement formèrent un graphique très expliqué. Ce graphique, très expliqué, qui était, qui était, qui était mis sur le tableau, qui était mis sur le tableau, qui était installé à cause du projecteur. Ils étaient en train de le reproduire, et c'est ce que la prof leur a dit en s'installant à son bureau. Elle était en train de recopier des copies, et en même temps de travailler avec son PC, faisant deux choses à la fois. Milice la regardait, jusqu'à ce que la prof le regarde à son tour, en lui disant « Milice, sur ta feuille ». Il commença à travailler, et avec une latte et une équerre, avec un stylo à billes et aussi avec un stylo 4 couleurs, commença à réécrire le graphique, à le faire le plus vite possible dans un temps chronométré par la prof. Une fois que c'était fini, ils sont tous les deux sortis, ont été à la cafétéria. Sont même sortis avant le cours, se sont retrouvés un peu ensemble entre amoureux, ont bu un café et ont emmené leur café dehors pour pouvoir marcher jusqu'au stand pour pouvoir marcher jusqu'au terrain de basket, jusqu'au stand qu'il y avait en face. Jusqu'au stand qu'il y avait en face, ils ont marché, là où il y avait un petit fast-food. Ils se sont commandé quelque chose à manger et ont été mangés à l'intérieur du terrain de basket, à l'endroit même où il avait trouvé Thomas, quand il était arrivé avec sa polo. Il regardait sa voiture garée un peu plus loin sous les arbres et sont rentrés ce soir-là. Ce soir-là, cette journée lui apparut différente que les autres. Au début, il avait peur alors que rien ne s'était passé. À la fin, tout était revenu à la normale. Un petit peu comme la fin d'un film d'horreur. Tout commence à dégringoler dans tous les sens, et puis finalement, tout revient à la normale. Ce soir-là, Milice a fermé les yeux, mais a préféré et a voulu échanger le lit avec Thomas, alors qu'il s'était fixé une règle. Le lit de Thomas, c'était son lit à lui, et le lit de Milice, c'était son lit à lui. Chacun avait leur lit et leur chambre. Ils partageaient la même chambre et c'était fini. La seule chose qu'ils partageaient en tant qu'amoureux, en tant que couple, c'était leur chambre et leur studio. Mais sinon, chacun avait son propre lit. Il n'y avait pas d'échange à l'intérieur du lit. Mais cette fois-ci, c'était exceptionnel. Milice voulait dormir avec lui, auprès de lui. Clark s'arrêta sur le côté. Elle mit un pied devant l'autre et s'arrêta tout en haut. Tout en haut de la montagne, elle leva les yeux. Tout en haut de la falaise, elle leva les yeux et regarda alors sur ces pierres noires et sur ces pierres fendues en deux. Elle regarda alors un long désert devant elle. Levant les yeux, elle dit alors avec Indra, prête à brandir deux couteaux qu'elle avait devant elle. Avec derrière elle Octavia, qui était prête à brandir un couteau elle aussi. Clark dit alors 4 soleils, 2 étoiles, un système solaire, mais une seule planète alpha. Elle regarda alors le ciel, répétant encore une fois, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Une planète alpha, 4 soleils, une étoile, un système solaire. Où est-ce qu'ils sont? Ils n'étaient pas sur Skyring, ils n'étaient sur aucune de ces planètes. Elles attendaient patiemment, mais tout de suite, quand Octavia décida de passer à l'action, décida de prendre son couteau, elle lui prit la main en disant « Non ». Octavia était en train de la regarder.
De loin, il y avait quelque chose qui était en train de briller. Cette chose qui était en train de briller de loin, Clark s'en approcha. C'était une balise. Dessus, il y avait un numéro de série. La balise s'était ouverte. La porte était noire, le reste de la balise était blanche et métallisée. Elle était certainement tombée de quelque part, tombée du ciel. Ils étaient dans un lac, dans un endroit dans lequel il y avait de l'eau. Mais toute l'eau avait disparu. Qu'est-ce qui s'était passé ici? Clark était en train de se le demander. À l'intérieur, la balise s'est ouverte. À l'intérieur, il y avait énormément de boîtes qui étaient empilées les unes sur les autres. Pas de mots, pas de squelettes, pas de personne avec, rien. Quand la balise s'est ouverte à l'intérieur, il n'y avait que des boîtes qui étaient fermées. Des boîtes qui étaient fermées, des balises noires les unes sur les autres, avec quelques mots les uns sur les autres, mais rien de plus. Clark était en train de regarder et d'essayer de forcer les balises. Octavia prit son couteau, un petit couteau qu'elle avait avec elle sur son ceinturon. Elle ouvrit alors plusieurs des balises qui étaient à l'intérieur. À l'intérieur, plusieurs des balises fermées, elle les ouvrit. En disant et en se tournant vers Clark, elle répondit « C'est de la nourriture, c'est de l'eau. » Indra, qui était avec elle, lui dit alors tout de suite qu'il fallait apporter ça à Police. Tout le monde était en souffrance à cause d'une vague de radiation qui venait de frapper Folly. À cause d'une vague de radiation qui venait de frapper Police, tout le monde était en souffrance. Les enfants, les femmes et les peuples, les Tricrew et les One Crew étaient en souffrance à cause de ça. Ceci allait peut-être les guérir, mais il y avait deux piles de combustion sur le côté. Ces deux piles de combustion contenaient à l'intérieur un liquide bleu et un liquide vert. Un liquide bleu et un liquide vert et un liquide blanchâtre. C'était peut-être des sérums ou alors des antidotes. Il fallait encore demander à Raven de faire des essais. Alors que Clark avait demandé simplement de la laisser là pour l'instant, mais pas de l'emmener à Police. De retour à Police, Monty les attendait. Monty, Raven, tout le monde était en train de les attendre. Bellamy aussi était en train de les attendre. Face à les voitures, elles sont arrivées. Octavia, Clark et Indra sont arrivés. Elles avaient trouvé quelque chose. Clark a expliqué à Bellamy qu'ils avaient trouvé une balise, mais qu'ils n'étaient pas encore certains de ce qu'il y avait à l'intérieur. De son côté, par contre, Octavia, elle, expliqua à tout le monde qu'elles avaient trouvé de la nourriture. Elles avaient trouvé de la nourriture, de quoi manger. Tout de suite, Clark se dirigea alors vers Raven, en lui disant de venir avec elle. Elles partirent tôt la journée. Tôt la journée, elles partirent en éclaireur, toutes les deux. En éclaireur, la journée, elle traversa alors une forêt. Mais il en fallait plus pour les tuer qu'une simple petite tempête de sable qui s'était fusionnée avec des morceaux de métal et qui s'était fusionnée avec des morceaux de roche. Aussi tranchants que des lames de rasoir, elles s'étaient toutes les deux cachées dans un ancien bunker et continuaient à avancer. Clark s'était levé, appuyé sur un pied, elle était en train de regarder, appuyée sur un pied et appuyée contre un arbre, la main contre l'arbre, elle regardait l'horizon et répéta « Il va en falloir plus pour nous tuer. » Raven, elle, avec son arme, Raven avec son arme était en train d'avancer. Elle était en train de regarder un creux au milieu duquel il y avait un sombre reflet noir. Alors que Clark la tira vers elle et lui dit « Ne regarde pas ça ». Elle continua alors à avancer. C'était là, c'était tout au bout. Raven était en train de tenir son arme. Elle était en train de tenir son arme avec le canon vers le bas, et elle regardait cette balise et tournait autour. Le sol commençait à craquer. Le sol commençait à craqueler. Elle marchait tout autour, et Clark était juste derrière, en train de surveiller ses arrières. Cette planète si calme, sur laquelle il y avait un énorme lac, ressemblait énormément à Skyring, mais elle n'avait pas le même système solaire, ni même la même lune ou le même soleil. Quand elles sont arrivées là, Raven a commencé à regarder ce que contenaient les capsules. À l'intérieur des capsules et des piles à combustion, ce n'étaient que des produits élémentaires pour faire atterrir les balises. Ce n'étaient que des produits élémentaires comme du carburant,
du carburant qui venait tout droit d'Eligius. Eligius 3 était juste écrit sur les. Eligius 3 était écrit derrière toutes les balises et surtout sur ces capsules à combustion, c'était écrit Eligius 3. Mais de quelle mission s'agissait-il? Il ne le savait pas, mais comme c'était de la nourriture, Clark voulait juste demander à Raven s'il était possible ou s'il pouvait l'emmener, car il ne savait pas encore de où ça se trouvait. Abby et Marcus, qui étaient à l'intérieur de l'arche, Clark était en train de leur demander, avec l'aide de Raven, de voir si Eligius avait laissé tomber une balise ou avait laissé se transporter sur la Terre, ne serait-ce qu'une balise ou alors un vaisseau qui serait tombé de son plein gré. Mais Abby et Marcus, qui étaient dans l'arche, ne répondit pas. Il ne répondit pas, non. Rien n'avait été lâché par Eligius. Aucun vaisseau, aucune balise, rien. Rien de spécial qui ne puisse tomber. Alors Clark envoya sa localisation à l'arche, et Marcus trouva alors sur Terre. Marcus ouvra alors un dossier qui avait été envoyé par Raven. Ce dossier, c'était leur localisation, leur géolocalisation, qui montrait un endroit très spécifique avec cette balise qui avait été envoyée et ouverte. À l'intérieur de la nourriture très saine et des produits médicaux. Des produits médicaux pour soigner la vague de radiation qui avait touché Police. Pour soigner les Triclous, les One Crew. Pour soigner tout ça, il fallait maintenant les analyser et revenir petit à petit. Chaque jour revenait une équipe d'éclaireurs pour pouvoir voir si on pouvait maintenant ramener cette balise. Mais comment est-ce qu'ils allaient la ramener? Parce que le choc l'avait enfoncée dans la terre. Plusieurs voitures sont arrivées un jour, essayant de fourrer au sol. Plusieurs voitures sont arrivées pour la ramener à la surface, pour tirer avec des chaînes. Mais la balise était enfoncée trop profondément pour pouvoir la reprendre. Il fallait maintenant essayer d'emmener les gens qui étaient malades à cet endroit précis, de refaire un campement, plus loin que Arcadia, de faire un campement sur cette planète. Il fallait se servir de la pierre pour arriver exactement sur cette planète. Mais comment est-ce qu'il fallait faire Il fallait se servir de la pierre pour arriver sur cette planète. Il fallait essayer d'arriver exactement à cet endroit précis et de faire un autre campement qui serait similaire à Arcadia. Une fois que c'était fait, que le campement avait mis plusieurs jours à être construit, un deuxième Arcadia 2.0, avait été construit ici même dans cet endroit. Un nouveau système solaire, une nouvelle planète et un nouveau soleil. Ils y avaient emporté tous les malades pour pouvoir les traiter. Abby était descendu dans un vaisseau avec Marcus, était arrivé sur Terre, et peu de temps après, Jaha qui s'était occupé de Ali et de la puce, des puces mémoire et de la clé qui donnait vers la Cité des Lumières, tout cela avait été détruit par Jaha qui avait compris ses erreurs. Malheureusement, tout le monde ne savait pas encore d'où venait cette nourriture et ces soins médicaux, alors on ne pouvait toujours pas s'en servir.